Salut à tous! À travers cette présentation, nous allons étudier les attaques sur les applications web. Aujourd'hui, le nombre de sites internet croît de façon exponentielle. On compte aujourd'hui environ 1,78 milliard de sites internet dans le monde entier. Et naturellement, ces sites internet s'exposent aux attaques qui croient d'année en année. Quand on parle d'une application web ou d'une architecture web ou une architecture 3 tiers, donc nous avons toujours les trois éléments, un client léger qui est dans la plupart des cas un navigateur, un serveur d'application ou un serveur web et un serveur de base de données. Le client il demande un service, le serveur d'application il s'occupe de tout ce qui est calcul, script, etc. Et le serveur de base de données c'est l'aspect stockage. Là, si vous voulez avoir une idée beaucoup plus claire sur les architectures 3 tiers, je vous invite à aller voir mes cours réseau en cliquant sur le lien qui s'affiche ci-dessus. Quand on parle des applications web, quels sont les risques possibles? Donc, on va essayer de faire une analyse de risque rapide. Premièrement, perte de données par des actes malveillants. Donc, si jamais vous avez une entreprise qui a des données confidentielles sur ses clients, par exemple, donc des attaques qui visent des applications web peuvent donc causer une perte de ces données très intéressante. Publication de données confidentielles. Si jamais vous avez des informations secrètes au niveau de votre entreprise, donc un pirate en réalisant une attaque qui vise justement ces applications web, donc il peut avoir accès à ces données confidentielles et puis après vous faire du chantage ou les divulguer comme ça en public, etc. Vol d'identité, ça aussi c'est très intéressant. Donc un pirate il peut prendre l'identité d'un administrateur et puis par la suite profiter des privilèges associés à cet administrateur. Les abus de ressources qui pourraient ralentir le service d'un site, c'est-à-dire qui peut causer carrément un arrêt de fonctionnement à travers l'attaque des nets de service, ou bien ralentir le fonctionnement, c'est-à-dire le site il devient plus lourd. Si jamais c'est un site qui fait des ventes en ligne et qu'un pirate arrive à le ralentir, donc ça va servir un peu la concurrence de ce site internet. Alors, ils vont choisir beaucoup plus l'autre entreprise que celle-ci. Pourquoi? Parce que le site il est très lent, donc les transactions financières prennent beaucoup de temps, etc. Et enfin, détournement de sites. Donc un pirate, il peut réaliser ce qu'on appelle des sites miroirs qui ressemblent à des sites légitimes et puis après, par la suite, profiter de vos accès, de vos mots de passe, nom d'utilisateur, etc. Voilà, donc nous allons commencer à étudier la première attaque qui est l'attaque SQL Injection. On ne va pas parler du Covid, on va parler d'une attaque de type SQL. Par définition, les attaques de type SQL Injection, ce sont des méthodes qui exploitent la faille de sécurité d'une application qui interagit avec une base de données. Par exemple, sur le schéma, vous avez donc une interface d'authentification. Donc, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont stockés au niveau d'une base de données. Donc, injecter une requête SQL revient à dire injecter dans la requête SQL, c'est-à-dire dans l'échange entre l'application et la base de données en cours, une portion de requête non prévue par le système qui peut compromettre la sécurité. C'est justement notre objectif à travers cette vidéo. Pour montrer l'impact de l'SQL Injection, je vais vous donner quelques exemples de dégâts causés par ce type d'attaque. En août 2013, Yahoo rapporte le vol de données de plus de 1 milliard de comptes. En juillet 2012, Yahoo toujours rapporte le vol de données de plus de 450 000 clients. En juillet 2010, des attaques par injection SQL simultanées de Japon et de Chine parviennent à pénétrer une entreprise qui gère des supermarchés sur Internet et volent 12 191 données de cartes bancaires. En avril 2008, il y a eu le vol de 10 597 numéros de sécurité sociale américains. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres exemples qui ont engendré beaucoup de pertes pour certaines entreprises très connues à l'échelle mondiale. Voilà, c'est pour vous dire que ce type d'attaque est très dangereux si jamais votre politique de sécurité n'est pas cohérente et ne répond pas vraiment à votre analyse de risque. L'SQL Injection existe toujours. L'SQL Injection est l'une des vulnérabilités les plus dangereuses. D'ailleurs, elle est dans le top 10 des attaques actuelles. Selon un rapport publié en février 2020, 29% des applications web sont toujours vulnérables à une attaque de type SQL Injection. Les cibles actuelles des pirates en utilisant ce type d'attaque sont les CMS les plus populaires. On compte plus de 5000 vulnérabilités actuelles, dont 4500 failles d'SQL Injection ont été découvertes
sur certains CMS ou sur un CMS très connu dont je ne cite pas de nom. Une société sud-africaine d'hébergement de sites web a été victime d'une violation de 40 000 enregistrements de clients. Sans oublier qu'un nouveau type d'SQL injection a fait son apparition en 2019. Et oui, c'est ce qu'on appelle Voice Command SQL Injection, qui est basé sur le commande vocale pour effectuer cette injection. Voilà, pour vous dire que ce type d'attaque existe toujours, bien qu'il est considéré par certaines personnes comme étant une attaque très ancienne. On revient donc à l'étude technique de notre attaque. Donc un pirate utilisant cette attaque peut se connecter à un site en tant qu'administrateur et puis par la suite modifier les prix des produits qu'il achète, il triche à un jeu, etc. C'est une attaque qui est beaucoup plus courante sur les applications web, c'est-à-dire dans le cas où vous avez un client, un serveur d'application, un serveur web et un serveur de base de données. Donc il faut savoir qu'entre le client et le serveur, c'est le protocole HTTP qui généralement qui transporte les différents échanges entre le client et le serveur d'application. Et de l'autre côté, vous avez donc le langage SQL qui permet de parler avec un serveur de base de données. Pour montrer le principe de fonctionnement de l'attaque SQL Injection, on va prendre un exemple d'application, une application qui est utilisée par un dentiste qui permet à des patients de prendre des rendez-vous en ligne, etc. Donc chacun, il a un nom d'utilisateur et un mot de passe. Il aura son espace dédié dans lequel il peut suivre ses rendez-vous, ses consultations, ses paiements, etc. Donc j'ai choisi cet exemple, alors qu'en réalité, donc, ça peut être une application beaucoup plus intéressante, comme une banque, des données scientifiques, données médicales, etc. Supposons qu'un pirate souhaite avoir un accès non autorisé à cette application et puis il va se créer un utilisateur à lui-même, il va avancer par exemple son rendez-vous de consultation, etc. Un petit rappel sur le fonctionnement d'une application 3 tiers web et ça va vous permettre de comprendre le principe de cette attaque. Donc vous avez un client, donc vous avez un utilisateur qui a sur son navigateur l'interface dentiste qu'on avait vu juste avant. Et puis au niveau serveur, il va y avoir des programmes, des scripts qui peuvent être en PHP, Python, ASP, JSP, etc. Dans notre exemple, on va prendre beaucoup plus le PHP parce qu'il est plus couramment utilisé dans la communauté scientifique. Ça, je parle des étudiants, etc. C'est un langage open source, etc. Et bien sûr, au niveau de la base de données, vous avez les différents enregistrements. On va prendre juste un exemple dans lequel un utilisateur, il a un nom d'utilisateur et un mot de passe, donc qui va avec lequel il pourra avoir accès à l'application web. Et il doit être enregistré auparavant au niveau de la base de données avec son nom d'utilisateur, mot de passe, etc. Un simple scénario de fonctionnement de ce que je suis en train de vous expliquer. Supposons que l'utilisateur tape user admin et mot de passe password. Donc ces deux informations seront transportées par le protocole HTTP utilisant la méthode get ou la méthode post. Donc get, l'information sera envoyée au niveau de l'URL, post dans le paquet applicatif. Et puis ce script PHP, donc il va transformer cette requête HTTP en une requête SQL qui aura la forme suivante. Donc select étoile from individu where non individu égale admin. Donc ce qui est en rouge, c'est l'information qui a été introduite par l'utilisateur. Non individu égale admin et tel individu égale password. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la base de données, donc le champ user, lui, il l'appelle non individu et le champ password, il l'appelle tel individu. C'est pour masquer un peu le nom d'échange. Il ne veut pas mettre mot de passe, il ne veut pas mettre password, donc il appelle au niveau de la base de données tel individu. Ça veut dire que si jamais cet utilisateur qui aura le login admin, son mot de passe c'est password, donc en tapant admin password, donc le serveur de base de données, il va informer le serveur d'application que l'utilisateur admin avec le password existe. Donc le serveur d'application va lui ouvrir son espace et puis par la suite, c'est à l'utilisateur d'effectuer les différentes opérations. Maintenant, on ne va pas prendre le cas d'un simple utilisateur, mais on va prendre le cas d'un pirate. Ce pirate-là, il sait qu'il y a un utilisateur qui a le login admin, mais il ne connaît pas ce mot de passe. Comment il va faire pour avoir accès à cette application sans posséder
de login et de mot de passe valide. Donc, au lieu d'introduire admin, il va introduire donc autre chose. On va dégager un peu d'espace. Donc, il va introduire admin apostrophe slash étoile. Donc, admin apostrophe slash étoile. On verra pourquoi il a introduit ça. Et au niveau du password, il va mettre n'importe quoi, blabla. D'accord? Donc, ces deux informations seront transportées par le protocole HTTP par post ou GET à un script PHP qui va transformer cette requête HTTP en une requête SQL qui aura la forme suivante. Donc, select étoile from individu, where non individu égale, ce qui est en rouge, c'est une information qui a été introduite dans le champ login. D'accord? And tel individu est égal, toujours blabla en rouge. Maintenant, la requête aura la forme suivante. Donc, select étoile from individu, where non individu égale admin, donc apostrophe, apostrophe. Le reste, donc c'est slash étoile. Donc, ça veut dire pour un serveur SQL, le reste sera désactivé. Ça sera considéré comme étant un commentaire qui ne fait pas partie de la requête. Donc, la requête aura la forme suivante. Select étoile from individu, where non individu est égal admin. Le reste a été pris en considération comme étant un commentaire. Donc là, la requête a été transformée d'une forme qui utilise nom d'utilisateur et mot de passe à une forme qui ne prend en considération que le nom d'utilisateur qui était admin. Donc si jamais vous avez un utilisateur admin, peu importe son mot de passe, donc le pirate, il pourra avoir accès à cet espace-là. De toute façon, tout à l'heure, je vais vous faire un exemple pratique sur ça. Le deuxième scénario, c'est dans le cas où le pirate, il connaît ni le user, ni le mot de passe. Il va quand même essayer de tricher pour avoir accès à cette application. Donc au niveau du champ user login, il va saisir donc apostrophe or true or non individu égale apostrophe. Et au niveau du password, il va mettre blabla. D'accord? Toujours le protocole HTTP va transporter cette information en script PHP qui va la transformer sous la forme d'une requête SQL qui aura la forme suivante. Donc, select étoile from individu, where non individu égale vide, or true, or non individu égale vide, and tel individu égale blabla. D'accord? Donc, toujours ce qui est en rouge, c'est une information introduite par le pirate. Donc, vous avez non individu égale vide, c'est faux. Or true, c'est vrai. Or, non individu égale vide, c'est faux. And tel individu égale blabla, c'est faux. Donc, nous avons quelque chose, ou vrai, ou quelque chose, and quelque chose. C'est faux, ou vrai, ou faux, et faux. Dans ce cas-là, nous avons la priorité du and par rapport au or. D'accord? Donc, on va commencer par traiter cette partie-là avant de traiter le reste. Donc, la requête aura la forme suivante. Donc, tel individu égale vide, or true, or false. Donc, ça, c'est faux. Donc, faux et faux, c'est faux. Et on aura donc faux ou vrai ou faux, ce qui donnera à la fin vrai. Parce que là, quand vous avez le or, il suffit d'avoir un seul vrai pour avoir le résultat vrai. Et là, le pirate, il pourra avoir accès au système. Pourquoi? Parce que la requête SQL a donné vrai. Voilà. On va faire ça en pratique. On va faire cette simulation en pratique pour voir qu'aujourd'hui, on peut encore trouver ce type de faille de sécurité. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons faire une simulation et montrer comment est-ce qu'on peut réaliser une attaque de type SQL Injection et par la suite voir comment se protéger contre ce type d'attaque.